Bonjour à tous. Bien, je suis architecte DPLG, comme on dit, diplômé par la gauche, en 84. Et j'ai fait un DEA en histoire de l'architecture, donc je me suis occupé du patrimoine sur la Baule, la Côte d'Amour, ce qu'on appelle la Côte d'Amour. Bien, je vais donc vous parler de l'espace sacré. Qu'est-ce que le sacré, comment on peut définir un espace sacré et qu'est-ce qu'on y construit par-dessus. Donc je vais d'abord vous dire quelque chose, je vais vous présenter ça en deux temps. Première phase, c'est un peu vous dresser le panorama de ma recherche, mais très concis, et ensuite vous présenterez quelques photos, et donc j'espère que ça tiendra dans les 20 minutes. Je commence d'abord par les sources qui m'ont vraiment inspiré. J'ai deux patrons, comme on fait ça en architecture, Pierre Gordon et Georges Prat. Donc, Pierre Gordon, c'est un philosophe des mythes et des symbolistes, qui a travaillé avec Durkheim, qui a travaillé avec Fraser, qui sont des gens quand même assez importants, et c'est un diplomate. Donc Pierre Gordon est un nom de plume. J'ai oublié dire qu'il y avait eu 3 web TV qui avaient été faites sur lui. Je ne sais plus où est l'auteur, donc voilà. Donc je suis intéressé par voir le personnage. Il n'y a pas de photo de Pierre Gordon, ça, je suis très intéressé. Mais donc c'est pour moi un type qui a été une grande richesse, à la fois métaphysique, à la fois historique, vraiment très intéressant. Et ensuite, Georges Prat, qui est donc un confrère qui m'a enseigné pas mal de choses et avec qui je me suis baladé en Russie, en Égypte, etc. Costaud de bonhomme. Voilà. Sinon, tout le monde, je pense, connaît maintenant Philippe Guillemant, le chercheur du CNRS, médaille du cristal du CNRS. Une phrase de lui m'a stupéfait, m'a fait démarrer ma recherche, c'est toute énergie est conscience. Donc c'est là-dessus qu'il faut démarrer. Nous sommes des consciences incarnées. Et autrement, il y a un autre ingénieur qui était médium aussi, Roger Lelanne. Roger Lelanne qui est décédé en 2008, qui a fait un très bon livre qui s'appelle La conscience de l'univers, et l'autre c'était La physique de la conscience. Et donc La conscience de l'univers, où Roger Lelanne cite pas mal d'expériences médicales. Donc je ne sais plus qui parlait. Tout à l'heure, c'est Agnès qui parlait du magnétisme humain. Et j'ai découvert cette chose très drôle. Un médecin américain avait trouvé qu'il y avait une salamandre qui avait une certaine énergie magnétique. Et il s'est aperçu qu'avec les étudiants qu'il avait, les femmes, lors de l'ovulation, étaient beaucoup plus magnétiques que d'habitude. Donc il a perturbé l'expérience. Donc ils ont trouvé ça comme référence et maintenant ils s'en servent pour savoir à quel moment une femme peut être en période d'ovulation. Donc ça m'a intéressé parce que c'est le phénomène magnétique de l'être humain qui est important. On parlait de vibration tout à l'heure. Donc je vais vous parler aussi de vibration, mais par rapport à la Terre, et comment est-ce qu'on peut amplifier ces vibrations. Alors, d'abord le texte, ensuite les photos. Donc le site, la Terre est tellurique, c'est-à-dire que ça émet un champ magnétique. Donc l'homme, ici, baigne dès son enfance, vous avez le pôle nord et le pôle sud, ça tout le monde le connaît, mais il y a des multipôles, partout. Voilà. La Terre est perclue de champs magnétiques. Et la perturbation du sol sont les failles, l'eau, le courant tellurique ou les réseaux métalliques. Donc les réseaux métalliques, c'est surtout Georges Prat qui en parle. Les courants telluriques, ça c'est toutes les traditions, et le phénomène électrique qui existe dans le sol, qui sont très rapides. L'eau et les failles, bon ça c'est assez facile à trouver. Et donc pour Philippe Guillemant, c'est toute énergie et conscience. Et Émile Durkheim, lui, son patron, parlait de mana. La force dans les îles Pacifiques, c'est le mana. Une espèce de puissance qui est là et on trouve. Voilà. Alors, ce qui m'a intéressé, et je voulais commencer par ça. Ah oui, tiens, il faut que je sorte mon portable. Parce que hier, j'étais à Saint-Pierre-sur-Dive, pour visiter un peu, et dans l'église, qu'est-ce que je trouve? Tu es Petrus et super an Petram aedificabo ecclesiam mea. Ça vous dit quelque chose? Donc Simon, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Voilà cette référence. Mais ce qui est amusant, c'est que Simon devient Pierre avec Jésus. Comment se fait-il? C'est une brûle, quoi. Non, c'est qu'en fait, c'est le matériau qui l'importe. Voilà. Et la plupart du temps, donc, on va y trouver la lithosphère, qui est la croûte terrestre, est formée de 50% d'oxygène et de 25% de silicium, quelque chose près. Le reste, c'est tous les autres métaux que vous allez pouvoir trouver. Ce qui est intéressant, c'est que ces proportions-là sont les mêmes que dans le cristal de roche. Dioxyde de silicium, 2 atomes d'oxygène, 1 atome de silicium. Tout le monde connaît le silicium, les panneaux solaires. Un photon gagne un électron, on a l'électricité. Le cristal de roche avec les 2 atomes d'oxygène va créer la piézoélectricité, dont Agnès a parlé tout à l'heure, au niveau de la vie de l'être humain. Mais ça, on s'en sert partout, tout le temps, surtout depuis l'ère informatique, où le silicium est devenu un incontournable des matériaux. Quand vous compressez le silicium, vous allez tout d'un coup avoir une électricité. Donc la pierre produit l'électricité. Un Américain a mis sous une presse importante, une presse industrielle, un gros morceau de granit, il l'a compressé et il a mesuré la différence du potentiel d'électricité. Donc c'est ça qu'il faut retenir, c'est une façon de pouvoir, avec le matériau lui-même, avoir de l'électricité.
pourrait pas croire que la pierre puisse produire. Si, ça produit. Et donc cette pierre, en fait, a plusieurs réactions. La physique, donc c'est la compression, l'acoustique, le son, le chant, peut le faire résonner, la photonique, la diffraction du solaire à travers le cristal, l'électricité, donc il peut s'expandre, les fameux microscopes à effet tunnel, vous savez, quand on mesure d'atome en atome, vous allez électrifier un petit morceau de quartz, il va grandir. Auquel cas, ça va déplacer le testeur d'atome à atome. C'est très très lent, mais bon, ça permet d'avancer correctement. Photonique, électrique et magnétique. Alors c'est la chose moi, qui m'a intéressé, c'est que quand vous mettez un cristal de roche sur un point magnétique qui est dégoûtant, jusqu'à faire taper votre cœur, vous avez des coups comme ça dans le cœur, c'est assez surprenant mais ça existe. Quand vous mettez un cristal de roche, pouf, terminé. Voilà, c'est ça qui était ma grande découverte, j'étais tout content de ça. Et donc je joue avec. Et je vous montrerai donc des ciboires et des bougeoirs en cristal qu'on met sur les autels. Bon, il y a une raison ça. Donc il y a un lien entre l'humain et le cristal. Le livre des morts égyptiens dit « Les lèvres de Nout sont de cristal et d'émeraude et habitent mon cœur. » Les lèvres de Nout, Nout c'est le cosmos, les lèvres c'est le son, la vibration, sont de cristal et d'émeraude, donc les deux pierres locales, sachant que l'émeraude c'est quand même la pierre de Satan hein, qu'il a là. Et c'est peut-être justement ce dont parlait Agnès tout à l'heure, la glande pinéale. Ouais. Bon bref, c'est dans ça se passe. Et habite mon cœur. C'est-à-dire que quand c'est deux cristaux, donc un cristal, c'est un gaz et un métal, quand ces deux cristaux se mettent à résonner sur un champ magnétique, ça produit quelque chose. Voilà. Donc c'est ça qui est important de comprendre à travers le matériau. Quand on a un champ magnétique, on a une vibration, une résonance et une amplification. C'est l'amplification qui importe. Jeu des intrications. Donc ces trois phénomènes, vibration, résonance, amplification, ça peut se mesurer de 4 niveaux différents en radiesthésie, donc on appelle ça le physique, l'énergétique, le spirituel et le divin. Et pour en venir au bâtiment lui-même, par exemple une cathédrale, qu'on appelle siège de l'évêque, en tant que mobilier, pas très heureux, voilà, ailleurs siège social on pourrait comprendre un peu mieux, mais la cathèdre ce serait le siège de l'évêque. Et en grec, le catharsis, c'est la purification. Les cathars étaient les purs. Donc èdre, c'est les polyèdres, c'est plusieurs faces. Donc si on prenait par la pureté de la face, on pourrait comprendre ça comme une maison de lumière. Alors c'est ce que voulaient les constructeurs au départ, c'est qu'avec leurs grands vitraux et leur grand espace, on ait de la lumière en profusion. Donc c'est plus comme ça qu'il faut comprendre, mais non pas en lumière physique, mais toute la quantité de lumière que l'on peut avoir sur différents plans, c'est-à-dire qu'en fait, plusieurs fréquences. Voilà. Vous avez le phénomène visuel n'est qu'une partie du champ magnétique. Vous avez d'autres champs à droite et à gauche. Vous savez ça. Voilà. Petit aparté sur la noblesse des matériaux. On est dans le matériel, là. La noblesse des matériaux. La pierre, vous avez trois types de matériaux nobles. Vous avez trois règnes dans le monde. Vous avez le règne minéral, le règne végétal et le règne animal. Et donc de ces trois règnes, la pierre, le bois et le cuir. Ces matériaux sont travaillés par sculpture. Vous allez retirer des pièces de bois pour avoir ce que vous souhaitez. Ce n'est pas aggloméré. Le béton, le ciment, l'acier, le verre, tout ça c'est aggloméré, c'est par fusion. Et donc vous ne changez pas la structure moléculaire. Nous parlons de vibration, nous parlons de champ magnétique, et donc là, quand la structure moléculaire est conservée, il y a réaction. Quand vous construisez un bâtiment autrefois, donc dans les loges maçonniques de cathédrales, vous aviez les pierreux qui mettaient leur pierre dans le bon sens, dans le lit de la pierre, et quand vous construisiez, vous mettiez une pierre dans ce sens-là, vous étiez en délit. C'est resté dans le jargon juridique. Voilà. Donc à la consécration. Je vais un peu vite parce que j'ai plein de choses à raconter. Chaque religion crée sa maison, la maison de son Dieu. L'officiant consacre le bâti pour y installer son Dieu. Il y dépose des pensées et demeure dans le temps. Une construction détruite ou démontée continue sa vie énergétique tant que l'endroit n'a pas été désacralisé, c'est-à-dire vidé de ses énergies. Les énergies, quand on ne s'inquiète pas du temps et de l'espace, elles restent à demeure. Il faut pouvoir les déplacer et leur demander de disparaître éventuellement. Sachant que ce sont des consciences, de conscience non incarnée à conscience non incarnée, il peut y avoir un discours. Oui, donc à travers des nuages, de la végétation, du sable ou un océan, je retrouve très facilement un temple. Très facile, il suffit de chercher, de poser où est la conscience et hop, on tombe dessus. C'est une grande simplicité. Donc pratique pour les archéos, hein, pour ceux qui veulent tester. Même pour les tombes. Pardon? Même pour les tombes. Oui, tout. Enfin, dans la mesure où la tombe est sacralisée. Donc elle a une énergie.
S'il n'y a pas, il n'y a pas. C'est l'énergie qu'on récupère, c'est pas la dépouille mortelle, on s'en fout ça. Donc alors le repas, vous savez que dans toute consécration, ou dans tout rituel, vous allez avoir un phénomène de prière, de mise en œuvre de cette énergie, et tout d'un coup vous allez avoir un repas. Donc chez les chrétiens, il se trouve que le crouton et la picrate deviennent le corps et le sang du Christ parce qu'ils ont été énergisés sur l'autel. Le seul gag, c'est qu'actuellement le Vatican II a dit on va mettre l'autel plus devant pour faire un spectacle. Le problème, c'est que le curé tourne le dos à l'autel, l'endroit qui est magnétique, autour duquel a été construit le bâtiment. Et donc, le rituel de sacrifice utilise 4 concepts. Donc vous avez la géobiologie, l'étude des énergies dans le sol. Le tracé régulateur, ça c'est très important, c'est en fait vous tracez le cercle du monde, et dedans vous allez avoir un carré pair, un carré mère, donc l'un est posé à 45 degrés de l'autre, et vous allez ensuite tracer toutes les grilles, et les grilles vous allez les pivoter d'une certaine manière, suivant la dédicace, suivant différents paramètres. Et en fonction de ces différents paramètres, donc les tracés régulateurs vous permettent de monter le bâtiment lui-même. Et ce bâtiment va être proportionné. Et les proportions vont générer une énergie. C'est-à-dire que l'énergie du sous-sol va imprimer le bâtiment qui lui est le cristal de roche et qui va se mettre à résonner. Surtout si le curé a fait son rituel adéquat, il a fait descendre des énergies invoquées sur l'autel. Vous savez qu'il y a Saint-Michel qui terrasse le dragon. Il ne le tue pas, il le terrasse, c'est-à-dire qu'il le maîtrise. Le dragon, c'est l'énergie brute. Et Saint-Michel, c'est quelqu'un qui est pareil à Dieu. C'est son nom, hein. Saint-Michel, pareil à Dieu. Et donc, une fois que vous avez les deux qui se mélangent, vous avez le mariage de la carpe et du lapin, et votre nourriture est à point sacralisée et énergisée. Vous allez l'ingurgiter. Donc lors de la communion, vous avez de l'énergie qui rentre dans votre ventre. Et pendant que le curé a allumé son temple, son autel, je rappelle qu'un autel c'est 2 pierres verticales, une horizontale. En breton, ça se dit dolmen. Dol la pierre, la table, et men la pierre. Le curé, une fois qu'il a fait ça, le bâtiment lui-même va se mettre à vibrer. Et donc non seulement vous avez ingurgité quelque chose, mais vous êtes baigné dans une énergie. Donc je suis devenu spécialiste de l'architecture balnéaire avec des séricultures, et maintenant balnéaire aquatique, et maintenant je m'inquiète et je m'intéresse à l'architecture balnéaire magnétique. Qui se trouve rigoler. Donc la Agnus Dei est sacrifiée, en latin sacrum facere, faire le sacré, pour enlever les péchés du monde. Donc les croutons des pirates sont des basses vibrations qui deviennent des hautes vibrations. Et cet holocauste nettoie le pêcheur, tel un buvard à bévu. C'est-à-dire que c'est parti, il suffit de manger. Et à l'heure du poisson, on mangeait l'agneau, à l'heure du bélier, on mangeait le taureau, c'était Mitra et autres dont on parlait tout à l'heure. Et à l'heure du taureau, peut-être que les gémeaux étaient mangés, les humains étaient mangés. Donc maintenant, avec le Verseau, est-ce qu'on mangeait plus de poissons? Question. Il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus. Alors le cosmos, ensuite. Le cosmos, c'est un mot grec qui signifie harmonie, et qui en latin se dit mundus. Donc il y a 2 mondes, d'après Pierre Gordon. Vous avez la forme statique, et elle est incluse dans la forme, dans la non-forme dynamique. Donc Dieu est-il un personnage ou un principe de vie? Bien sûr, je penche au principe de vie. Le paradoxe, c'est quid au plus haut des cieux. Au plus haut des cieux, pour moi, signifie la plus haute vibration, qui comporte toutes les vibrations. Transcendance et immanence, à la fois transcendance c'est ce qui vous descend dessus, immanence c'est ce qui est autour de vous et qui tout d'un coup se transforme par votre action. Donc sans le principe de vie, tout organisme se putrifie. D'où la vénération ici-bas de la fécondité pour perpétuer la vie, le lingam et le yoni, donc c'est la fécondité étant le processus qui permet à la vie de se perpétuer, dont on a besoin. Et non pas se la faire broyer comme actuellement, c'est en cours. Donc dessiner son Dieu, comment le représenter? Je rappelle qu'il est innommable, incommensurable et invisible. Ça c'est saint Augustin qui dit ça. Pourtant il est omniprésent, omniscient et omnipotent. Comment on fait pour le représenter? Et donc, je vais vous montrer quelques petits documents. On ne peut que l'écrire en 2D, parce que quand on fait l'écriture, on travaille sur une feuille, donc on est en 2 dimensions. Il faut le lire en 3 dimensions. Quand on n'est pas à la lecture en 3 dimensions, vous comprenez mal le symbole. Une fois que le symbole est développé, vous le comprenez, l'entendez. Ce qui m'a intéressé, qu'il y avait surtout, je me suis penché sur 3 symboles dans le monde, donc la fleur de vie, la svastika et la croix. Bon, la croix, tout le monde sait ce que c'est, quelle que soit sa forme. Svastika, c'est une croix, mais qui est assez particulière, qui tournoie. Et la fleur de vie, c'est une espèce de cercle, on va voir, sous forme d'hexagone, et qui en fait n'est pas un hexagone. Il faut le dire en 3 dimensions. Donc, pour terminer,
Alors, vous avez tous remarqué que le Christ, dans les tympans romans, se représente avec les quatre évangélistes, sous forme d'aigle, lion, taureau et ange. Et vous avez à Sumer le tétramorphe, qui a une tête d'homme, 3 paires de cornes, un corps de taureau, des pattes de lion et des ailes. Ça s'appelle le tétramorphe. Donc en fait, le tétramorphe est la quintessence. C'est le rassemblement dessous. Le Christ est la quintessence de ces énergies, des éléments, les 4 éléments. Je ne sais pas comment font les Chinois. Les Chinois, ils sont amusés à faire 5 éléments en remplaçant l'air par le bois et le métal. Mais ce qui est intéressant, c'est cette, travail, je dirais chamanique, parce que les chamans travaillent là-dessus sans problème. Alors que nous, on va parler des 5 clés du Christ, en tant que chrétien. Donc ces 4 éléments sont très importants. Alors j'ajouterai une chose par rapport à cette idée des énergies, c'est que je considère que le siècle des Lumières, 18e, a éteint la lumière. On appelle le cosmos. Les Russes continuent à parler du cosmos et vivre avec le cosmos. J'ai discuté avec des confrères de Russie. Oui, ça fonctionne chez eux. Chez nous, c'est ridicule d'en parler. Voilà. Tout bonnement. Alors le vivant, tout à l'heure, donc, on a le droit à 80% d'eau dans l'être humain. Et en fait, je considère que nous sommes des aquariums sur pilotis. C'est-à-dire que nous sommes pleins d'eau, 90% quand on naît, et 50% quand on meurt. Donc il y a une réduction de la chose, ce qui fait qu'on est desséché. Mais si on descend à l'échelle des atomes, on a en fait une enveloppe pleine de vide. Voilà, on passe à travers. Et on est dans des systèmes d'électricité. Il y a un auteur très important, à mon sens, Louis-Claude Vincent, qui est un biophysicien, qui a fait aussi des recherches sur le continent Mule, assez costaud le cow-boy, et dans le 2e tome, il montre les 2 courriers que le général de Gaulle lui envoie envoyer en disant « ce que vous faites, c'est magnifique ». Il est très content de pouvoir publier ça. Et ces recherches sont assez pertinentes, justement, sur cette notion d'électricité qui génère la vie à l'intérieur de l'être humain. Et c'est là-dessus qu'il faut insister, puisqu'en fait, les vibrations dont on parle tout à l'heure, avec la pierre et l'eau, c'est dans les champs magnétiques. Donc l'être humain est sensible aux champs magnétiques puisqu'il est né sur la Terre. On parlait d'Isis tout à l'heure. Isis, c'est la Vierge Noire, c'est la Terre en elle-même. Et quand par exemple, si on prend un temple de Mitra, les temples de Mitra étaient souterrains. Et si vous regardez une cathédrale ou une église, c'est une maison en pierre. Et cette maison en pierre, c'est quoi? C'est une grotte à la surface de la Terre. Vous avez juste à pénétrer. L'avantage de la chrétienté, c'est d'avoir invité toute la famille à aller dans ces bâtiments. Et non pas seulement les hommes qui étaient initiés au culte de Mitra ou autres cultes ésotériques. Moi aussi je voulais parler des 5000 fois plus supérieurs le cerveau et le cœur. Donc le cœur est effectivement 5000 fois plus magnétique que le cerveau. De ce fait, ce n'est pas qu'une pompe à sang, le cœur, mais c'est aussi un organe des sentiments. Donc il y a le côté scientifique où raisonner fait partie du cerveau. Le cerveau va transformer tout ce que vous allez percevoir dans l'espace et dans l'au-delà et va le digérer et le traduire en 3 dimensions, alors que c'est multidimensionnel dans l'univers. Et c'est pour ça que les rêves sont parfois incohérents et loufoques, pourtant ils sont réels. Et ce n'est qu'un organe à traduire ce qui s'est passé en haut. Alors que le cœur, lui, c'est dans les sentiments et dans les émotions, et c'est lui qui va ressentir les choses. Et c'est la plupart du temps, quand on analyse quelque chose, donc je vous parlais tout à l'heure du confrère, moi je ne suis pas sûr, non, j'en parle à la fin. Bref, l'important est d'avoir le cœur libre et à l'écoute des phénomènes magnétiques qui sont là, et non pas à analyser sans arrêt. Si on analyse, on coupe la perception. Voilà, je termine ce petit Vélius, ce petit prose Vélius en mettant. L'Architecture sacrée, un de mes confrères a titré « Machine à faire croire ». Je me suis horrifié quand j'ai vu ça. Donc il a fait une très bonne étude en 2003. Il a fait une très bonne étude sur l'analyse spatiale, impeccable, rien à redire, il avait raison là-dessus. Par contre, objectivement, parce qu'il était universitaire, vous ne pouvez pas être subjectif. Subjectif, ça veut dire que vous n'êtes plus universitaire. Donc il faut être objectif, et donc il a analysé l'espace de manière triste, non magnétique, et s'il avait lâché sa tête et ouvert son cœur, il aurait senti les énergies. Et là, il aurait compris le truc. Voilà. Donc c'est ça qui est important, c'est que ces espaces dits sacrés, qu'ils soient bâtis ou non, vous pouvez très bien trouver un champ dans lequel vous avez une énergie fantastique et qui va vous transporter. Moi, je pense dans mon petit coin là, à Douarnenez, vous avez l'allée couleur de l'Esconil, pas l'Esconil Bénodet, mais l'Esconil Poulan. Vous avez des pierres comme ça, et quand vous rentrez dedans, au bout d'un quart d'heure, vous avez le cœur en joie. C'est très surprenant. Alors on dit que les dolmens c'était des tombes. Voilà. Il n'y avait pas tout le monde dessous. Hein.
Il y avait simplement que 2 ou 3 Pékins qui avaient été enterrés par la suite, mais ce sont surtout des hôpitaux. Vous avez des fréquences qui sont tellement importantes que ça vous soigne, ça vous réveille une chakra. Voilà, tout bête. Bien, je termine. Donc la machine à faire croire, ces bâtiments, qu'ils soient bâtis ou non, sont des espaces de transition entre le monde de la forme et le monde de la non-forme. Voilà ce qui est important à comprendre, et que être médium, c'est naviguer, c'est être entre deux. Donc un médium, c'est celui qui va avoir accès au monde de la non-forme et qui va nous traduire ça dans le monde de la forme. J'ai emmené une fois une amie médium assez costaud à Chartres, et à un moment où elle était dans la crypte, on l'a perdue. Elle était en train de parler à tous ces esprits là-haut, et on la regardait d'un air de dire, mais qu'est-ce qu'elle fait, quoi. Et elle était vraiment dans son monde. Je l'ai appelée 3 fois, au bout de la 3e fois, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? D'un air de dire, tu me déranges, madame. Voilà, elle était partie dans son monde. Donc là, vous percevez effectivement qu'il existe 2 mondes. Donc l'idée est de pouvoir approcher ce monde surnaturel, divin, si on veut l'appeler comme ça, par l'élévation de taux vibratoire. Donc je vous ai parlé de l'ingurgité, la vibration par le corps et le sang, et en se baignant dans la vibration des matériaux alentours. Donc ceci n'est pas subjectif, c'est objectif à la fois, mais ça devient objectif dans la mesure où, suivant les statistiques, quand vous prenez plein de gens, il se passe quelque chose. Tout le monde ne ressent pas la même chose, comme je dis souvent avec ceux que je promène dans les chapelles. Dieu est là pour tous, mais face à Dieu, c'est chacun pour soi. On a chacun une façon de percevoir la chose. Voilà. Donc le réel est formel, le réel formel est subjectif pour toute religion, alors que l'objectif, le permanent, c'est justement l'irréel terrestre. Je vais vous passer les photos. Alors, honneur au patron, on appelle ça. Georges Pratt sur la droite, nous étions dans un voyage en Russie, et voilà le type de travail qu'il faisait. Il traçait des réseaux métalliques, donc c'était les fréquences et non pas le matériau. Et donc ces métaux, lorsqu'ils se croisaient, avaient des capacités d'énergie assez fantastiques. C'est-à-dire quand vous avez une énergie, vous avez une sinusoïde, et quand vous mettez 2 énergies l'une sur l'autre, hop, ça monte plus haut. Et donc à chaque fois que vous avez un croisement triple, vous avez une énergie assez importante pour créer un point d'énergie qui peut soigner, qui peut faire hôtel, etc. Donc là, Georges est en train de se mettre en concentration pour allumer une église en Russie. Et vous sentez l'énergie qui vous monte comme ça, c'est assez surprenant. Là, on était à Yekaterinbourg, c'était l'hôtel Hayat dessiné par 2 Français, pilotes de piste, et on leur a écrit pour dire, attendez, vous êtes sur des failles, ça va mal se passer pour le bâtiment. Et on a appris 6 mois, bien sûr, et j'ai écrit aux confrères, on n'a jamais répondu, et on a appris 6 mois plus tard par les confrères russes que le bâtiment était fissuré. Gagné. Alors, je vous parlais de cristal de roche. À Séville, la croix sur la gauche, 2 bougeoirs à New York, je crois que c'est le MoMA. Et là, au musée de Guimet, un petit stupa et le Vajra de la civilisation bouddhiste. Donc le Vajra, en fait, c'est l'énergie du diamant. C'est qu'en fait, la foudre du diamant. Et c'est l'énergie, le feu en lui-même. Ici, donc différents éléments photographiés qui représentent cette énergie. Alors, la plupart du temps, l'énergie est représentée sur le plan architectural par du végétal. Donc là, on a clairement la sinusoïde qui représente l'énergie. Et vous avez sur les autres, alors ça c'est clair, l'intrication des différentes énergies les unes dans les autres. Regardez un peu les décors vikings, vous avez cette espèce d'entrelacs qui se mélangent, etc. Et là, vous avez carrément une vaste place, c'est une chapelle en Bretagne, en 2-3 4, et ça tourne. Vous trouvez ça partout. Une petite palmette, je crois que c'est au musée de Vannes que j'ai photographié ça. Vous avez l'image du dieu et l'énergie qui en gicle. Voilà. Ici, vous avez une énergie, alors on appelle ça l'énergie. Enfin, on pourrait regarder même cette cheminée, ça répond à ce que je suis en train de vous décrire. Vous avez l'énergie qui est en train de se concentrer ici et qui sort ici en végétal et qui s'éclate. Et vous avez toujours un jeu de vortex dans ce sens-là, un jeu de vortex dans l'autre sens. Alors ces vortex-là, en fait, sont au nombre de 4. Vous voyez très bien ça au-dessus des tabernacles des chapelles bretonnes ou alsaciennes, parce que j'ai fait des photos là-bas. Et en fait, ce sont les 4 éléments, avec la quintessence qui est juste au-dessus, à ce niveau-là. Là, c'est les pots à feu, qui là sont de fleurs. Les pots à feu sont l'espèce d'émergence de l'énergie sur des bâtiments sacrés. Alors, souvent, on trouve ça dans les chapelles. Vous avez une petite flamme rouge qui sort d'un peu au-dessus d'un poteau. Je ne sais plus ce que je veux dire. Alors ça, c'est un truc qui m'a fait rire. Quand j'étais en train de me balader place de la Concorde, et j'ai trouvé ça, c'est un lampadaire. La festivité de la fécondité. Je voulais ce qu'on
On a deux vortex et l'éjection d'une énergie. Voilà. Les chapiteaux. La plupart du temps, la partie grecque, donc qui nous concerne, puisque c'est la grecque et la formation de l'Europe, sauf que les Grecs sont allés chez les Égyptiens, ils ont pompé toute la Bible d'Alexandrie, notre réquitude est en fait égyptienne. Ce que dit d'ailleurs Louis-Claude Vincent, dont je vous parlais tout à l'heure. Vous avez ici une feuille d'acanthe qui est dessinée là, qu'on retrouve ici là-haut. Donc qu'est-ce que l'acanthe? J'ai photographié une fois une feuille d'acanthe, un plan d'acanthe, c'est énorme. Ça prend, je sais pas, à peu près le quart, enfin, de la table jusqu'au mur ici, c'est un énorme pied. Donc en fait, c'est la façon extraordinaire de pousser très rapidement. Et on va avoir un autre arbre qui est dans ce style, c'est le laurier. Le laurier va être tressé et quand vous terminez vos examens, vous avez un qui s'appelle baccalauréat en latin. Ah oui, c'est vrai. Baccalauréat. Ah, la calorie. Et donc vous êtes doué, il y a une énergie. Et ce que je voulais montrer, c'était à chaque fois, vous avez des petits vortex qui sont là-haut, qu'on retrouve sur les côtés sur un autre type ça c'est du Saint-Tugin à Primelin, dans le coin où je suis, à Pisa, magnifique, vous n'avez pas trouvé. Et donc vous avez cette espèce de balustre, et en fait tous les balustres représentent ce phénomène d'énergie. Et vous avez cette courbe ici, et ça c'est du végétal qui pré-exprime. Côté arabe, non pardon, c'est le que tu dis, donc vous avez simplement les deux vortex, très, très basiques, avec une espèce de floraison qui apparaît ici, mais dans les autres chapiteaux, vous allez souvent avoir des entrelacs qui vont apparaître. Là, chez ces Arabes, à Cordoue et Séville, je vais vite, une porte assez extraordinaire, je n'ai pas trop parlé de ça, mais vous avez d'abord les premières énergies de la Terre, qu'on appelle un peu les énergies scalaires. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une énergie qui tape le cœur, donc c'est 0, 1, 0, 1. Tout à l'heure, je vous montrais une courbe sinusoïdale, et on a vu ce matin avec les dessins d'Agnès que justement c'était très sinusoïdal. Donc vous avez un point haut, un point zéro, etc. Et donc quand ces énergies-là sont mises ensemble, donc ça c'est la représentation d'une porte d'entrée, et vous avez le gap ici avec la jonction, vous avez deux pinacles qui sont ici, donc là vous avez des énergies qui sont croisées à 45 degrés, enfin en losange, okay, et là vous avez une seule rotation, c'est-à-dire que vos énergies commencent à être travaillées et agencées, et elles se retrouvent toutes les quatre, parce qu'il faut comprendre qu'il y en a quatre et non pas que deux en façade. Souvent dans les temples, vous allez voir deux colonnes côte à côte. C'est justement 1, 2, 3 tables. Et donc vous avez la quintessence qui est là-haut. Là, c'est une iconostase à Ouspensky, au Kremlin. Donc j'étais avec Georges Pratt. Et on prend Georges me dit que c'est l'icône qui est la plus vibratoire. Et en fait, vous avez le Christ qui est en train de porter un petit boîtier avec c'est les ondes dont je vous parle là, et vous avez deux vortex qui sont ici, et la cinquième essence est là. Voilà. Partout vous trouvez ça. Bon, toute caverne, tout temple a toujours un ciel étoilé au-dessus de sa tête. Donc là vous avez différents exemples, avec à Chartres, c'est dans la crypte, la main du Christ qui soigne. C'est où ça? Chartres, la crypte. Et vous avez le soleil et la lune. Sachez quand même que toute religion est solaire. On a les énergies du cosmos qui sont importantes, donc c'est le soleil et la lune qui ici nous dirigent. Donc je vous parlais des quatre éléments. Le lion, le taureau, l'aigle et l'ange. Et là, vous avez donc l'énergie. Quand vous voyez des petits crochets comme ça, ce sont sous forme végétale, les reflets d'énergie qui démarrent sur le rampant. Et vous terminez par la quintessence. Ça va dans les quatre directions, ça. Et quand vous avez un clocher avec quatre clochetons, systématiquement. Aussi bien chez les Français que chez les Russes. Ouais. Regardez la Saint-Basile pour la place rouge. Là, vous avez des dômes assez fantastiques. Alors, pourquoi des espèces de d'oignons comme ceci? C'est qu'en fait, quand vous plantez un caillou, je vais dire, sur un point d'énergie, les énergies vont se mettre à tourner comme ceci. C'est la description qu'on fait des médiums, des voyants. Et ça va faire comme une boule, comme un oignon, et d'un coup, ça gicle. Voilà, ça part en l'air. Et après, vous avez, d'après eux, je traduis ça comme ça, les 5 solides de Platon qui sont en train de se dessiner. Il les voit arriver. C'est en fait la fabrication de la vie. On va dire ça comme ça. Là, on est à Cordoue et dans des musées. Zastika. Donc Zastika, ici, ça c'est au British Museum, ça c'est à Cordoue. Séville, la cathédrale mosquée. Ici, tout là-haut, vous avez aussi les croix gammées. Là, vous avez la croix gammée ici, avec deux types d'énergie. Et là, vous avez des petits cubes. Et là, la spirale avec des petits cubes. Je vous propose d'arrêter là, et puis on peut reprendre après, éventuellement.
une petite intervention à faire sur les 3 derniers conférenciers, qui m'est personnel, c'est assez amusant. Il était question avec ces gîtes d'héritage familial, personnel. Il était question avec Mathieu de 303, le chiffre Saint-Michel. Il était question de la Rochefoucauld avec Claude. Petit gaz personnel, ma grand-mère s'appelle Berthe Claude et la famille Claude possédait la Rochefoucauld. Donc, mon père s'appelait Raymond, qui veut dire le roi du monde. Moi, pas le roi du monde. Moi, si, il m'appelle Alain. En arabe, Al-Aïn, la source. Bref. Ce que je veux dire, c'est que 303, j'ai fait ma première recherche au pendule, c'est sur la carte de France. Oh, il y a de l'arsène. Sur la carte de France, je cherchais à savoir où est-ce que j'allais sortir de Guérande et de la Baule et de trouver un patin. Et je me suis retrouvé du côté de Concarneau à Tégruc. Tégruc, une boîte bizarre, il y avait une forêt, je ne vais pas acheter une forêt, qu'est-ce qui se passe? Impossible de voir sur Google ce qu'il en était. Et j'ai transféré ma recherche sur l'IGN, sur la géoportail, et en fait j'étais pile sur un menhir. Donc mon pendule avait détecté un menhir. Tiens, ça c'est quand même bizarre. Et je me dis la question, est-ce qu'il n'y a pas un autre lieu comme ça en Bretagne qui pourrait m'intéresser? Paf, 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 paf. Toute la Bretagne était dessinée par mon pendule en 13 lieux, en 13 sites. Et je me suis amusé à voir sur la France. Et j'ai dessiné sur la France par région, grosso modo par région. 303 points. Voilà. Donc il y a quand même un rapport entre la France et les points d'énergie. Donc c'est Soulac, l'église ensevelie, c'est Tégruc, c'est la baie des Trépassés, enfin il y a différents points comme ça. Il faut que je les cherche et que je les retrouve sur Internet, enfin sur Google Earth, et que j'aille travailler dessus. Mais j'ai été très surpris d'écouter ce chiffre 303 Saint-Michel. Voilà. Et autrement, il y avait un axe tout à l'heure, c'était avec Mathieu, je crois. Un acte qui passait non loin du sel et de la limite de la Corrèze. Et ma famille, côté maternel, est originaire de Moustier-Ventadour, donc la ville des troubadours. C'est là, paraît-il, que vient le nom des troubadours. Et ma mère s'appelait Brett, donc je suis un breton de Corrèze. Voilà, c'est bizarre. Il y a une chose aussi qu'il faudrait peut-être étudier, c'était à propos du delta S111. Il y a un delta qui a été dessiné par Georges Pratt, mon cher confrère, qui est celui des Sainte-Marie-de-la-Mer, de Saint-Gilles et de Arles. Donc les Saint-Trophime, Saint-Gilles et Sainte-Marie-de-la-Mer, ça fait un angle droit. Et en fait, c'est un triangle. Et les réseaux, dont la spécialité de Georges était les réseaux métalliques, vous avez l'or en horizontal, le cuivre en vertical et l'argent en diagonale. Et c'est divisé par 3. Donc ça, c'était très rare. Il y en a un l'or a été divisé en triple du côté de Moscou, enfin du côté de Saint-Pétersbourg. Je veux dire, Georges cherche à droite, côté du coup, il y a l'or. Effectivement, il y avait l'or. Donc on avait entre l'église de Nevski et puis une petite église en bas qui s'appelait celui qui est venu avant. Celui qui est venu avant s'appelle Saint-Jean-Baptiste chez les Européens, enfin chez les Occidentaux, alors que chez les orthodoxes, c'est celui qui est venu avant. Et donc le réseau de l'or qui passe par Moscou et Saint-Pétersbourg se divise en 3 au sein de Saint-Pétersbourg. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que ces réseaux-là divisés en 3 sont très rares. Et Georges avait trouvé cette notion-là. Et au centre de ce triangle, il y a un point d'énergie très important qui est dans le marais, dans les marais de Camargue. Donc à tous les coups, il y a un petit truc intéressant à y chercher. Mais bon, je ne suis pas un féru des... J'adore la géométrie, c'était mon dada à l'école, mais les chiffres, 0. Donc j'avais pas cherché les longueurs. Un rapport avec la Bretagne et l'Égypte. Donc Georges Pratt, grand praticien des réseaux et de montée d'énergie d'un coup d'un seul, j'appelle ça envoyer la curée. Il avait fait le tour de Bretagne, donc il a écrit un livre sur les chapelles celtiques, en passant dans différentes chapelles, et il passe à Saint-Simon, je crois que c'est Saint-Simon, au-dessus du Conquet. Donc il est passé à la chapelle de l'Ochrist, dont on parlait tout à l'heure ce matin, enfin, on parlait de l'Ochrist pour Obio, je crois que vous l'avez. C'est là qu'habite mon ami Ozanov, avec qui je suis parti en Russie, et Georges. Oui, donc il avait travaillé sur ces différentes chapelles, qu'à chaque fois il allumait avec son énergie personnelle, et il rentre chez lui et il travaillait avec une médium qui recevait des messages assez importants, et puis d'un coup, cette médium lui dit « Georges, t'as oublié Saint-Simon ». Je dis « Non, je l'ai fait, t'as oublié ça, c'est Akhenaton me dit que t'as oublié Saint-Simon ». Je dis « Akhenaton ». Donc il était très surpris que ce soit Akhenaton qui le prévient, donc
un homme notamment égyptien. Akhenaton, c'est quand même celui qui va instituer le cycle, enfin le règne d'Aton, le dieu unique. Alors qu'avant, c'était un dieu multiple. Voilà, donc c'est ce petit rapport que je voulais dire, d'autant que pour lui, la cathédrale de Chartres avait une pyramide, une fois qu'elle était énergisée, elle avait une pyramide qui se dessinait de manière énergétique, et d'autre part, entre Chartres et, alors c'était Siwa, et Siwa c'est très proche de la Libye, et les pyramides, il y a un lien d'énergie qui passe à Saint-Trophime, donc vous avez un menhir dans le cloître, et ce menhir reçoit l'énergie des pyramides et monte sur la cathédrale de Chartres. Voilà un peu les explications que je peux donner en rapport entre la France et l'Égypte. Donc l'île du Mai, j'en ai parlé. Et ce que je pense, tous nos amis ont parlé de sacré. Moi je parle de vibration. Parce que sacré, il y a un côté tabou, il y a un côté caché, il y a un côté invisible. C'est effectivement invisible, mais c'est vibratoire et c'est ressenti. Donc je préfère l'adjectif vibrer ou vibration. De vibration, plutôt que sacré. Sacré, c'est un petit peu caché. Voilà. Donc, je vais vous envoyer mes dernières diapositives. Okay. On s'était arrêté hier à celle-ci. Au sein de chaque église, toujours pas de fil mon idée. Donc, j'avais montré les bulbes, enfin le 4 plus 1 au niveau des clochers, partout entre les 4 plus 1. Un clocher central, puis 4 petits pyramidions, enfin 4 petits clochetons, représentant, à mon sens, la quintessence et les 4 éléments, dont on vient de voir un exemple fantastique sur la Terre. Donc on retrouve ça en Russie, enfin dans le monde orthodoxe. Ici, c'était la Svastika, ah oui, tiens, je prends parmi les autres. Voilà. On a ici la Svastika en 2 types d'énergie. Vous avez une énergie spiralée et une énergie bombée. Okay. Avec le jeu des couleurs, vous avez du vert, du blanc et du rouge. Et là, vous avez des jeux de petits cubes. On va revenir sur les petits cubes tout à l'heure, et on a dans la salle ici des petits cubes. On va, une fois que la conférence a terminé, je vous invite à aller voir la pièce d'à côté, ou alors cette cheminée, et je peux vous raconter une chose que je raconte ici, dans le système décoratif au XIXe siècle. Et là, vous avez des spirales faites de petits cubes. Donc les cubes sont un rapport avec l'espace. Et là, donc, ce que je voulais montrer, c'était ces Svastika et les petites fleurs, les petits cubes avec une fleur ici. On va y arriver. Svastika ici, c'est à Cordoue, la mosquée. Qu'est-ce que je dis? La mesquita. Pardon? La mesquita. Oui, la cathédrale mosquée. Ouais. Merci. Donc ici, on a une espèce de bulle qui se monte comme ça et qui augmente. Donc là, on a une énergie qui est en train de se développer. Et là, des Svastika. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Svastika, c'était l'élément clé de tous les peuples autrefois, comme étant l'harmonie par excellence. Les Juifs américains ont interdit aux Indiens d'Amérique de se servir de ce symbole, parce que c'est un truc qui n'était pas bien à la suite à putain de... Donc, il faut comprendre que ce sigle-là était la référence de l'harmonie dans le monde. L'harmonie s'appelle cosmos en grec et mundus en latin. Et l'axe du monde, l'axis mundi, l'axe de l'harmonie, c'est justement ces lieux énergétiques hautement vibratoires, sacrés, au lieu, qui vont créer une verticale. Quand on active un point d'énergie, il y a une verticale qui se crée. Et j'insiste sur le vertical. Voilà. Et dans cette verticale, ici, dans une sobor, une cathédrale orthodoxe, c'est clair et net, ça bouge. Ben, pas dans le sens là en plus. En fait, c'est peut-être ce que ça descend, parce qu'en général, ça tourne à droite. Ici, je vous parlais des petits cubes, donc on les voit ici, dans une... je crois que c'est à Marmoutier, côté Lorraine. Je ne sais pas si Marmoutier c'est en Lorraine ou autre. C'est pas mon point, moi je suis plutôt Bretagne. Bref, on va regarder ça tout à l'heure, les cubes. Et là, c'est l'intrication de toutes les énergies que vous pouvez apercevoir ici. Et ça, c'est au Louvre. Je trouve ça absolument magnifique. C'est un chapiteau qui est dévidé. Voilà. Bon, il y a d'autres façons de représenter ces intrications, mais là, c'est quand même assez extraordinaire. Et je voulais terminer par ce petit, enfin, dans cette planche, ça c'est dans une église en Bretagne, vous avez le vortex dont je parlais dans les chapiteaux, et le pot à feu. Donc le pot à feu, c'est vraiment l'expression de l'énergie, et on va trouver ça beaucoup dans l'architecture 18e siècle, pardon, et même avant, auparavant, bien sûr. On a comment dire, le 17e siècle était assez rustre et un petit peu bizarre. Le 18e siècle va être très élégant au niveau des proportions, des formes et du dessin. Et le 19e siècle, c'est le kitsch. Là, on a des kitsch. Le kitsch, ça fait chic. Voilà. Moi, on en a, puis on l'étale.
Donc maintenant, je vais vous parler des cubes. Alors, ça c'est l'arc de triomphe qui se trouve à... L'arc de triomphe qui se trouve à Marseille. Vous voyez des petits caissons avec des fleurs au centre. Ça c'est l'arc de triomphe qui se trouve devant le Louvre. Des caissons avec des fleurs. Et là, tout un rameau, une palmette ici qui arrive à une espèce de centre qui s'éclate. Et des flux d'énergie qui se font avec des vortex. Okay, là, c'est un damier au sol d'un réfectoire à Pont-à-Mousson, l'abbaye de Pont-à-Mousson. Et là, c'est à Tomar, chez les Templiers. Donc Tomar, c'est une forteresse que les Templiers au Portugal possèdent. C'est à 30 km de Fatima. J'ai eu la chance de pouvoir le visiter, il n'y avait quasiment personne, c'était le 13 mai. Et le 13 mai, c'est Fatima. Donc tout le monde était à Fatima, il n'y avait personne dans la Tomar. Super. Donc on a pu visiter, mais ce que j'ai été surpris, c'est qu'il y a une petite chapelle dans un cloître qui est entièrement tapissée d'azulejos, comme il dit, je sais pas, un truc comme ça. Et tout au fond des cubes, qu'est-ce que vous apercevez? Vous apercevez des fleurs qui tournoient. Okay, mais toute la chapelle était parsemée de ce carrelage. Donc voilà, je vous ai montré ça. On retrouve ce jeu de cubes ici, ça c'est dans un musée à New York. Bacchus ou Pan, je ne sais pas lequel, bref, un dieu de la nature. Et cette nature est entourée d'une espèce de petits cubes avec des losanges. Mais vous allez dans ce sens-là, toute une structure, c'est lui qui existe. Et ces petits cubes avec une fleur au centre. Ok, on a vu ça tout à l'heure chez les Grecs. Et de chaque côté, vous avez la nature qui nourrit. Donc vous connaissez le principe de la Voie lactée, la voie du lait. On a les 12 constellations, comme les 12 travaux d'Hercule, les 12 travaux de Gilgamesh. On a cette constellation, enfin ces constellations qui nous entourent et que l'on doit passer à travers chacune d'elles pour pouvoir exister dans l'état supérieur. Donc c'est... oui, la Voie lactée. Vous avez à Arles aussi une autre statue comme ça sur un des chapiteaux, donc de la très saint cloître de la Sainte-Trophime. Vous avez une femme comme ça qui est en train de nourrir 2 serpents. Les serpents, c'est le tellurisme. C'est l'énergie d'une seule, c'est l'eau. Voilà. Enfin, l'utérus et l'eau n'étant pas la même chose, mais ce que je veux dire, c'est que le phénomène de vibration et d'ondulation et d'énergie qui s'écoule s'exprime par des serpents. Vous trouvez ça un peu partout, même en Égypte un peu. On a aussi le symbole de l'eau en Égypte. Et donc, les 2 saints servent à nourrir les 2 énergies. Et là, de même, vous avez une fée, une déesse, pour appeler ça, une nymphe, qui donc est de base végétale, et qui est en fait très aérienne par ses ailes. Et elle est en train de côté ses seins pour essayer de donner de l'énergie. Et vous, là, vous avez l'énergie qui grimpe. Et en plus, par-dessus, des vortex. Bon, voilà. Plus explicite. Ça, c'est un monument, c'est un bâtiment du XVIIIe siècle qui appartient aux Américains, qui se trouve place de la Concorde. Je ne sais plus comment s'appelle l'hôtel. Voilà. Alors ça, c'est l'élément clé de... Je vous ai parlé de la swastika, non, je vais vous parler de la fleur de vie. Et la fleur de vie, c'est en fait un dessin... quand vous lui représentez un symbole en volume, vous allez l'écrire en 3D, un peu en béton. Et là, je vous propose de regarder ça un peu plus près. Alors, on verra le cercle tout à l'heure, et les 2 carrés, mais la forme de la fleur de vie. Vous avez en fait ici un hexagone, ok? Hexa 6, gone côté. Et en fait, ça représente un cube, qui s'appelle en grec un hexaèdre. C'est-à-dire 6 faces. Parce que si vous regardez un cube, il faut, figurez-vous, j'en ai un dans la poche, tac. Je le tiens par 2 pointes opposées. Okay, donc là, je le fais tourner. Mais si je mets les 2 pointes dans l'axe, je vais voir un hexagone. Vous comprenez ce que je veux dire? On va laisser côté de manière égale en géométrie. Ce que je veux dire par là, c'est que votre cube, si vous le déplacez légèrement, les 2 centres, les deux pointes ici vont se déplacer. Vont se déplacer et vous allez voir le cube qui apparaît. Donc quand vous avez toute une géométrie, genre métier de voiture, hop, ici, ce type de géométrie où les cercles s'engendrent et forment des sphères, c'est qu'en fait vous avez tout un ensemble de cubes qui sont dans l'espace. Nous vivons dans un espace en 3 dimensions. L'univers est multidimensionnel, mais sur Terre, nous vivons en 3 dimensions. Et donc la représentation de l'énergie, j'appelle ça la structure énergétique de l'univers. Il y a toute cette... je vous ai parlé de la phrase
du livre des morts, je leur cite, les lèvres de Nout sont de cristal d'émeraude et habitent mon cœur. Les lèvres de Nout, c'est l'énergie qui vient de l'espace. Nout, c'est le cosmos, et les lèvres, c'est la vibration. Et elles sont de cristal d'émeraude, donc les deux cristaux importants sur Terre, et habitent mon cœur, c'est-à-dire que ces cristaux, quand ils se mettent à résonner sur un champ magnétique, ils touchent l'organe du cœur. Chaque organe a sa fréquence. Et donc le cristal de roche est en train de jouer sur le cœur. Et donc, tous ces cubes qui remplissent l'espace et qui sont multidimensionnels, très importants, mais représentant en 3 dimensions pour nous, ont tous une fleur à l'intérieur, une espèce d'énergie. Et c'est ce dessin-là qu'on a trouvé avec, Georges Pratt avait trouvé ça au musée de Malawi, en Égypte, et il dit, je ne comprends pas, ça vibre encore plus fort qu'une cathédrale. Je suis quand même un peu surpris, donc la vibration assez puissante. Et il ne savait pas ce que ça voulait dire. La nuit porte conseil, je me suis réveillé le matin, j'ai fait mon crayon, et il s'envers en fait que vous avez un hexagone comme ceci, vous avez 6 cônes qu'on aperçoit, et on a ici des éjections de matière, vous voyez, des petites palmettes là, qui sont en train de sortir avec deux vortex, comme on a vu sur les différents chapiteaux. Et tout ça, donc les 6 cônes, amènent au centre, vous voyez, par un jeu de... Il y a un cœur rouge ici, puis des concentrateurs, on va appeler ça comme ça, des concentrateurs jaunes. Et ces concentrateurs jaunes évacuent par les pointes. Donc quand vous avez un cube, les faces aspirent l'énergie qui est dans le cosmos et éjectent par les pointes. Quand vous regardez la fleur de vie, vous avez en fait des éléments, je vais mettre dans le blanc, vous avez en fait des fuseaux et non pas des arêtes. Quand vous avez une arête, vous avez quelque chose de plein et vous ne voyez pas à travers. Si vous avez des fuseaux, ça veut dire que c'est transparent, c'est spatial on va dire seulement, et non pas volumétrique. Et donc, ces petits fuseaux vous dessinent des cubes qui sont les uns derrière les autres et qui signifient l'énergie qui fonctionne. Quand vous avez une énergie, c'est une énergie sinusoïdale. Okay, donc vous avez un ventre, un point zéro, un ventre en centre, etc. Donc vous avez deux énergies, comme ça. Je vous en ai montré un bas de tel hier. Donc l'important de... Enfin, comment dire, je suis un peu brouillon, mais je reprends mes idées par rapport à ce que j'ai écouté tout à l'heure. L'important, c'est de comprendre que dans cette source de vie, que l'on trouve partout. Vous trouverez ça en Chine, vous trouverez ça à Sumer, vous trouvez ça à Lozérion, dont on a parlé tout à l'heure, à Abydos. J'ai pas pu faire la photo, le gars, il ne voulait pas que je descende dans le trou. Mais ce qui est important, c'est de voir justement cette espèce d'expansion et de circulation de l'énergie qui se traduit par ce petit bout de fleur de vie, là, dont je vous ai montré l'exemple. Et c'est partout. Voilà. Donc, c'est le jeu du compas. Bon, moi, en 6e, on a appris à faire cette étoile. On jouait avec cette étoile sans arrêt, c'était assez drôle. Mais le phénomène d'expansion est vraiment important à comprendre. C'est que là circule toute cette énergie cosmique. Et donc, on la voit ici avec des carrés, avec des fleurs, ok, qui sont autour ici. Vous avez la palmette qui est en train de distribuer l'énergie, et vous avez cette fleur ici, avec des petits, ce qu'on appelle des grecs, ce sont des motifs géométriques, on va en voir tout à l'heure, à angle droit. Là, c'est un crop circle en Angleterre, un agroglyphe, pardon, en français. Un agroglyphe, je trouve assez marrant de voir qu'il a c'était une autre version, c'est-à-dire qu'il a prolongé le cercle, et en fait, vous avez une toile à 12 branches, il y a un 6 de plus, et que ça rayonne partout. De ce carré dont je vous ai parlé, qui m'a fait comprendre l'espèce de volume cubique, là on a un hexagone, et comme je vous disais, donc en 3 dimensions, on a un hexaèdre. Les 5 volumes de Platon, l'hexaèdre étant celui du milieu. Du carré, on a ici l'hexagone, et on trouve, j'ai trouvé ça à New York, c'est le même système, mais d'une autre interprétation, avec des feuilles d'or. C'est un truc qui est vitrifié, pardon. Vous avez l'aspiration vers le centre, et l'éjection par les pointes. Voilà. C'est mon interprétation, mais pour moi, ça représente encore la même chose. Et là, j'ai trouvé récemment sur Telegram un petit reportage de la BBC. C'est un type qui s'amuse à faire des bulles d'air. C'est pas tellement bien visible. Enfin bon, il s'amuse à faire des bulles d'air, et il en met 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et au centre se forme un cube, qu'il a rempli de fumée. La fumée de cigarette. Donc le cube n'est pas vraiment cubique, mais on a quand même la volumétrie de 6 faces. Voilà, donc cette espèce de notion de cube qui remplit l'espace et à travers laquelle circule l'énergie, c'est vraiment le problème de la fleur de vie. Alors autrement, par rapport à ce dont je vous parlais concernant un site sacré, on a la géobiologie, enfin l'énergie du sol, qu'on appelle la géobiologie,
est important. Donc on trace les circuits, on récupère quel est le point d'énergie avant de construire l'hôtel lui-même. L'hôtel, qu'il soit aussi bien un dolmen qu'un dolmen ou un hôtel, c'est la même chose, c'est deux pierres verticales et une horizontale. Le tracé régulateur est la chose la plus importante après cette détection géobiologique. Donc vous allez avoir ce qu'on appelle le cercle du monde ici. Voilà. Et dedans, dans ce cercle du monde, vous allez tracer le carré mère, qui est horizontal, donc stable, et le carré père, qui est à 45 degrés, donc instable. Okay, donc ça, c'est le départ d'une construction d'un site, ce qu'on appelle le tracé régulateur, d'un site hautement vibratoire, et vous avez au centre cette énergie qu'on va disposer. Donc ce dessin-là, j'ai trouvé en Espagne, et j'ai rigolé quand je l'ai vu, tellement c'était explicite. À monsieur. Alors, nos amis arabes, figurez-vous qu'ils étaient très très finaux, ils savaient représenter l'énergie eux aussi. Donc ça, c'est la mosquée... comment elle s'appelle déjà? Voilà. J'ai été à Marrakech et à Rabat, et j'ai trouvé aussi le même type de gros clochers de mosquées cubiques, avec ces espèces de jeux à 45 degrés. Alors, je vous avais montré hier, justement, des jeux à 45 degrés sur des dessins. Et qu'on retrouve un peu ici, ça c'est l'Alhambra, à Grenade. Toc toc, et on a une petite fleur au centre. Et donc, ce qui m'a surpris, c'est qu'en fait, on appelle ça la même Fatima. Okay, c'est une façon de représenter le déité, mais on est ici dans une espèce de monde multidimensionnel, donc il n'y a pas le droit de représenter un être humain chez les musulmans. Par contre, le floral, il y en a pléthore. Et ce qui m'a surpris, c'est de voir la transition entre ce dessin-là, donc vous avez très bien, on voit très bien les fleurs là, qui apparaissent, et là une espèce de chose qui est en train de se enfin bon bref. On voit très bien la même Fatima, son jeu floral, alors ça s'enchaîne, et c'est toujours dans des lignes de 45 degrés, une espèce de losange, on va dire, ou des diagonales, et en dessous vous avez cette espèce de type de dessin qu'on appelle les muqarnas. Les muqarnas sont des stalactites qui, lorsqu'on les voit en plus grand, ça donne ça. Donc ça c'est un plafond qui représente le ciel. Voilà. Et vous avez tous les muqarnas qui vous dégoulinent. Okay, vous avez l'énergie cosmique qui vous descend dessus. Ça pèse des tonnes, c'est très joli, sans plate. Mais il faut être extrêmement précis pour pouvoir assembler tous ces éléments. Parce que plus ça grandit, si vous avez une petite erreur au départ, vous la répétez, ça fait mal à la fin. Et donc on a un système de cubes. Donc ici on a un carré ici et un autre carré ici. C'est le 8. Donc le cube, c'est la Terre. Le ciel, c'est la sphère. Et pour c'est de la demi-sphère posée sur un cube, c'est l'autogone. Donc le 8 est très important. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le 1 et le 7 sont des chiffres verticaux. Les autres chiffres sont ondulatoires, on va dire. Et du 1 au 7, vous avez une gamme. Et au-delà de la gamme, vous passez à l'octave supérieure, le 8. Le 8, c'est vous passez dans le ciel. Le musée Guimet, vous avez donc une espèce de dieu, je sais pas, ils sont en train de se foutre sur la gueule pour une femme. Et donc vous avez les najas, les jeux d'énergie qui sont là, tac, 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 c'est en train de remplir. Et on retrouve un peu ces espèces de... Sur les églises bretonnes dont je vous parlais, là, dans le style dit gothique, ogival pour l'architecte, ce sont des espèces de protubérances qui vont sortir sur les rampants et qui sont l'énergie qui les déplace. Mais eux, ils les ont développés beaucoup plus. Voilà, on a le même type, c'est une autre représentation, mais c'est le même système d'énergie. Il faut savoir que les gens, lorsqu'ils construisaient ce genre de choses, avaient la capacité de voir les énergies, de les ressentir et de les traduire. Ça, c'est une traduction encore ANG, KOR. Et donc, on a la version, ça c'est le Cronan, le ciel de Ronan. Ce qui est amusant, c'est qu'ils sont amusés à faire une balustrade avec des cœurs. On appelle ça des flammes, mais là ça fait des cœurs carrément. Donc je terminerai par cette notion, c'est que toutes ces choses-là nous donnent des vibrations, augmentent nos vibrations, et je crois que c'est Agnès Delaunay qui parlait de des vibrations de l'être humain. Donc là un petit tableau, delta, θ, alpha, bêta, gamma. Et le gamma, c'est la perception de très haute qualité, le sommeil profond en delta, la méditation et les rêves en θ, la visualisation et la méditation en alpha, donc vous avez les F. Mais quand vous baignez dans des harmoniques qui sont extrêmement vibratoires, donc très hautes en vibration,
et vous allez rentrer en résonance. Donc le sacré, pour moi, c'est vibration, amplification, résonance. Quand ça résonne en vous, vous avez à la fois le bâtiment, à la fois l'être humain. Et ce sont les espaces de transition, c'est cette architecture dite sacrée, c'est des espaces de transition entre le monde terrestre, 3 dimensions, et le monde multidimensionnel, qui est la source, qui est l'univers, qui est la conscience, que vous appelez comme vous voulez, Dieu. Et ça, c'est avec Georges Pratt, nous étions donc au Kremlin de Moscou. Le Kremlin, c'est donc une forteresse qui a des églises. Et après avoir allumé Ouspensky, qui est la cathédrale principale de Moscou, il y a des nuages qui sont arrivés comme ça. Ça m'a fait rire, j'ai fait les photos. Et donc j'arrête là. J'ai terminé. Il y a une représentation.